même chose. Donc ceux qui auraient déjà été là hier, vous allez entendre la même chose. Simplement, si vous posez des questions différentes d'hier, hein, ça peut vous aider. Alors aujourd'hui, on va commencer par la correction du questionnaire sur lequel vous travaillez en ce moment. À propos des travaux que vous faites et que vous m'envoyez, comme on ne se voit plus en classe, maintenant je vais les noter tous. C'est-à-dire je mettrai à chaque fois une note sur 20. Hein. Donc si c'est bien, 16. Si c'est comment dire, fragile, hein, ça sera 10 sur 20. Si c'est très bien, 20. Voilà les notes. Hein. Un 10 ou un 16 ou un 20, selon ce que vous faites. Donc on va commencer par voir le questionnaire. Après, je te donnerai la parole pour lever la main pour poser des questions. Sinon, j'enregistre aussi ce que je montre, comme ça je pourrais le mettre après sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas là. Bon, alors vous voyez cette page hein, que je vous montre en ce moment. Et donc la grande idée qu'il faut garder dans sa tête hein, par rapport à cette page, c'est que les humains, hein, les savants, il y avait, il y a plus de 1000 ans, hein, peut-être même 2000 maintenant, il s'appelait par exemple Aristote, il s'appelait Leucippe. Ils se sont demandé comment était faite la matière. Et puis, donc, ils ont eu l'idée, j'encadre ici, hein, sur l'écran, ils ont eu l'idée que la matière, c'était des tout petits grains de matière. Et donc, au départ, ils ont appelé ça des atomes. Et finalement, on s'est rendu compte que les atomes étaient groupés entre eux. Et donc, ça permettait de fabriquer ce qu'on appelle des molécules. Ah, j'ai des soucis là. Ah ouais. Ok. Voilà. Donc des molécules. Hein, donc pour nous, les grains de matière, pour l'instant, on les appelle des molécules et on les imagine comme des petits grains. Et la forme des petits grains, pour l'instant, eh bien, c'est un peu comme on veut. Hein. Ça peut être des triangles, on peut les imaginer comme ça, on peut les imaginer comme des carrés, comme des ronds, comme on veut. Hein. C'est vraiment comme on veut. La question d'après, c'est la taille de ces petits grains de matière qu'on appelle des molécules. Et donc dans le document, c'est expliqué que la taille en millimètres, hein, vous voyez ici, c'est, il faut diviser un millimètre en 1 million de parties, donc c'est hyper petit, un millionième de millimètre, et puis encore une fois par 10. Donc ça va faire ce qu'on appelle le 10 millionième, 10. On va écrire en... On va l'écrire en mots. Hein. Le 10 millionième. C'est le dixième de millionième. Hein. Voilà. Donc c'est hyper petit. C'est tellement petit que aucun microscope ne peut le voir. Hein. On ne peut pas le voir. Et donc on ne connaît pas la vraie forme d'une molécule, puisqu'on ne peut pas la voir. Alors pour représenter ces nombres, il y a beaucoup de zéros, hein, comme ici, vous voyez, ici il y a plein de zéros.
eh bien, on a inventé une nouvelle écriture qui s'appelle les puissances de 10. Alors là, vous voyez, la virgule, elle est déplacée de 7 rangs vers la gauche par rapport au 1. Et du coup, ici, il y a un -7 qui veut dire que la virgule a été déplacée de 7 rangs vers la gauche. Je donne la parole pour les questions après, Malik. Tu peux baisser la main pour l'instant. Bon, du coup, pour ça, il faut comprendre un peu cette écriture des puissances de 10. Et donc, à l'occasion d'une question qui a été posée par un élève, je ne sais plus trop qui, j'ai fait une petite explication que je vais vous montrer pour vous aider à comprendre, parce que c'est pas quelque chose de forcément facile, la question des puissances de 10. C'est quelque chose que vous allez étudier en mathématiques aussi, peut-être en quatrième et en troisième, mais pas forcément cette année, je pense. Alors, on va voir donc arriver... on va voir arriver l'explication, la voilà. Et je vais vous donner un petit détail là-dessus, sur les puissances de 10. Voilà. Bon, donc cette écriture, le but, ça a été d'éviter d'avoir à écrire les zéros. Quand il y a des grands nombres. Pour les très petits nombres, par exemple 0, mettons 15 zéros, virgule, et après 1, ou bien les très grandes distances dans l'univers, les milliards et les milliards et les milliards de kilomètres, il y a beaucoup de zéros à écrire, et c'est vraiment pas pratique. Du coup, on s'est dit, tiens, on s'est rendu compte que le 100, par exemple, qui est ici, 100, on peut le trouver en faisant 10 multiplié par 10. Okay. Et donc que finalement on multiplie 10 par lui-même comme ça 2 fois. Une fois, 2 fois. Et on s'est dit, tiens, si on codait ça, une sorte de codage, de cette façon-là, vous voyez, 10 avec un petit 2 au-dessus, ça veut dire qu'on va multiplier 10 2 fois par lui-même. Et on va dire, bah voilà, maintenant, 100, on peut l'écrire comme ça, avec un exposant. Et 2, ça s'appelle l'exposant. Alors ça marche aussi pour 1000, parce que 1000 c'est 10 fois 10 fois 10, 3 fois, donc hop, on trouve le 3. Ça marche aussi pour 1 million, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 6 fois, donc hop. Et on se rend compte aussi que ça correspond à chaque fois au nombre de zéros. Voilà. Donc ça c'est facile à comprendre. Après ça fonctionne aussi avec les nombres qui sont inférieurs à 1. Genre 0,00 quelque chose. Donc on va voir ça un petit peu parce que c'est ça qui nous intéresse là. Vous voyez par exemple si je dois écrire 0,001. Le 1 est en troisième position derrière la virgule. Troisième position derrière la virgule, ça va être codé comme ça. 10 exposant moins 3. Si maintenant j'ai 0,00001 cinquième position derrière la virgule, ça va être codé 10 exposant moins 5. Donc quand c'est moins, c'est derrière la virgule. Quand c'est pas moins, c'est-à-dire plus, c'est devant la virgule. Et notre mesure de taille de molécule, 10 exposant moins 7, ça veut dire que le 1 est en septième position derrière la virgule. Alors voilà donc cette écriture qui concerne les puissances de 10, que vous allez étudier en maths, en quatrième, en troisième, et qu'on peut déjà utiliser. Parce qu'une fois qu'on a compris le système, on peut très bien déjà écrire comme ça, et en maths, vous allez apprendre à calculer avec aussi. Voilà. Alors, est-ce que, pour ce sujet-là, vous auriez des questions ? Puisque moi, je vais pouvoir vous donner la parole pour répondre, si vous voulez poser des questions. Donc on a Zoé. Je vais donner la parole à Zoé. Voilà, on écoute Zoé. Du coup, si on avait par exemple 27,000001, comment ça s'écrirait en puissance 10 ?
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce que tu as dit, hein, pour pouvoir répondre. Tu coupes ton micro du coup, hein, pour éviter les parasites, disons. Alors, on va prendre un tableau blanc. Et redis 27,00001. Alors, ça, on va pas pouvoir le coder avec ça. Parce que pour coder, il faut qu'on ait soit un nombre comme lui, par exemple. Alors, donc lui, on pourra rien en faire en fait, hein, ce nombre-là que tu as proposé. Je vais te montrer quel nombre on pourrait faire comme ça. Par exemple, si on avait un 27, comme ça, avec plein de zéros, et puis le 1 là, hein, voilà. Et ben ça, on apprendra à l'écrire. Vous apprendrez ça en maths. Hein. 2 virgules. On gardera toujours un chiffre avant la virgule. Donc il faut mettre tous les zéros là, du coup. Hein. Ou alors on décide que, en science, le 1 qui est derrière là, il vaut pas. Hein. On n'en a pas besoin. Donc on peut éventuellement, on va arrondir. Mais par contre, comme ici, vous voyez, on avait. Là, c'était des unités, dizaines, centaines, milliers, 10 000, 100 000, 1 million. Là, on a 27 millions. Hein. Et donc, pour que ça fasse des millions, le 2,7, on va dire que ça fait 10 exposant 7. C'est-à-dire qu'il faut multiplier ça par 10 millions pour trouver le nombre de départ. Voilà comment on va utiliser cette écriture, hein, qui s'appelle écriture scientifique. Vous apprendrez en maths aussi. Hein. Alors ici, on va pas faire tout le cours parce que ça prend longtemps. Hein. Nous, on va juste se rappeler que quand il y a beaucoup de zéros, on peut utiliser, que ça soit pour un très petit nombre avec les zéros derrière la virgule ou devant la virgule. Donc ça, c'est l'écriture scientifique. Est-ce que ça va, Zoé, la réponse? Oui, merci. Ok, très bien. Alors moi, quand vous demandez la parole, hein, je note que je l'avais fait, comme ça après je pourrais savoir, me rappeler que vous avez bien participé. Hein. Une deuxième question, puis on continue. Donc, je vais donner la parole à Malik dans un instant. Voilà. Alors, Malik. Voilà, Malik va pouvoir aussi parler maintenant. Vas-y, Malik, on t'écoute. Alors, monsieur, moi, mais monsieur, ça veut dire quoi quand on met par exemple 10, 10 et le petit 7, moins 7 ou moins 1? Tu peux redire ta question, parce que je t'ai pas très bien compris. Ça veut dire quoi quand on met par exemple. Attendez, juste je retrouve un truc. Ouais. Voilà, quand on dit par exemple taille du molécule d'eau environ 0,3 fois 0, 3 fois 0, 1 millimètre égale 10 moins en minuscule 7 millimètres, ça veut dire quoi? T'as trouvé ça où? Enfin, je sais pas, dans la feuille des molécules, Oui. bah, c'est Attends. écrit 10,7 millionième. 10 moins 7. Ah oui, 10 moins 7. Ouais, d'accord. 10 moins 7. Donc je l'écris au tableau, là, tu le vois. Hein. Ça veut Oui, dire, on vient de l'expliquer, mais ça fait rien, je le redis. Ça veut dire la même chose que ça. Hein. C'est-à-dire le 1 qui est en. Faut que tu coupes ton micro, ça fait beaucoup de bruit là. Hein. Voilà. Ça veut dire la même chose que ça. Tu vois que le 1, il est en septième position. Ah non, j'ai oublié un 0 là. On va l'effacer. Le 1, il est en. Le moins 7, ça veut dire que le 1, il est en septième position derrière la virgule. Encore un, voilà, ici. Hein. Là, c'est les millionièmes, ici, là. Et là, c'est les 10 millionièmes. Les dixièmes de millionièmes, si vous voulez. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Ok.
Et une question de Souman pour finir. Après, je redonne la parole plus tard. Hein. Souman. Oui, monsieur. Est-ce qu'il faudra savoir tout ça ou pas? Il faut l'apprendre par cœur ou pas? Ben, ce qu'il faut surtout, c'est être capable d'expliquer les états de la matière et les changements d'état en parlant des molécules qui vont être reliées plus ou moins fortement les unes aux autres. Ce qu'on va voir juste après. Hein. Donc, retenir que 10 exposant moins 7, comme c'est marqué au tableau, ça veut dire 0,00000001. Ça, c'est bien aussi à retenir. Hein. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est surtout le principe. Quand il y a un moins, ça veut dire Ok. qu'on décale la virgule de 7 rangs. Là, quand c'est moins 7. Hein. Si c'est moins 3, on décale la virgule de 3. Ça fait les millièmes, par exemple. Hein. Tu vois, les millièmes, Ok. je réécris là, mais si jamais on a un millième, comme ça, par exemple, si c'est des mètres, ça ferait un millimètre. Hein. Eh bien, on pourra l'écrire aussi. On l'écrira d'ailleurs en sciences après, comme ça. Au lieu d'écrire 0,001 mètre, on écrira 10 exposant moins 3 mètres, et ça veut dire la même chose en fait. Voilà. Donc ça, c'est bien de commencer à l'apprendre. Ok. C'est bien de commencer à l'apprendre. Après, on va l'utiliser régulièrement. Hein. Et vous allez vraiment travailler ça en maths en quatrième et en troisième. Voilà. Ok. Alors, on va continuer un petit peu. Merci hein, pour ta question, Souman. Ouais. On va voir la suite. Et après, je vous redonnerai la parole. Ok. Bon, donc on regarde la suite. Alors là, on va fermer lui. On va effacer tout ça. Hop. Et on va regarder donc la suite de la correction. Alors on en était là. Maintenant, il faut donc être capable d'expliquer, hein, de comprendre et puis d'expliquer avec les molécules les propriétés de la matière. Alors la première propriété, par exemple pour l'état solide, ici, hein, voilà, la matière a une forme propre, sa propre forme. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça avec les molécules? Bien, on va l'expliquer parce que les molécules sont liées fortement, sont comme collées les unes aux autres. Hein, imaginez, on prend des petites boules. Quand on est en classe, je fais ça, je prends des petites boules comme ça de cotillon, hein, genre les boules qu'on peut utiliser pour faire des fêtes. Hein. On les colle et hop, ça fait un solide. Parce que les molécules restent les unes avec les autres, collées avec les autres. Et ça bouge pas, donc ça a une forme. Alors, toujours, comment ça se fait qu'à l'état liquide, la matière prend la forme du récipient? Mais pour que les molécules puissent prendre la forme du récipient, il faut qu'elles puissent bouger. Hein, faut qu'elles puissent bouger. Si elles ne bougent pas, elles ne peuvent pas prendre la forme du récipient. Pourquoi est-ce qu'à l'état liquide, il y a une surface libre? Eh bien parce que les molécules, elles bougent, mais elles restent au contact. Elles ne vont pas s'envoler. Quand elles s'envolent, c'est l'état gazeux. Dans l'état gazeux, les molécules vont s'éloigner et aussi elles vont, comment dire, bouger, hein, elles vont se cogner. C'est très très agité les molécules. En ce moment, par exemple, autour de vous, dans l'air, il y a des milliards et des milliards de molécules. Et ces molécules, elles sont en train de bouger à toute vitesse et à cogner sur vous. Hein. Elles vont jusqu'à 1000 km par heure. Après, quand elles cognent, elles s'arrêtent, hein, puisque la vitesse devient égale à zéro. Mais en ce moment, on est bombardé de molécules. Les molécules qui sont dans l'air. Hein. Ça s'agite dans tous les sens. Alors, la dernière chose
de ce questionnaire, qu'il faut avoir bien comprise et qui est pas évident, hein, je pense, moi, c'est pas évident. Il y a Eva qui arrive un peu tard, là, on va la mettre dans le circuit aussi. Voilà. Ouais, la dernière chose qu'il faut donc bien comprendre, et qui est pas facile, enfin, moi je trouve que c'est pas facile, quand on commence à... c'est ce que c'est qu'un modèle. Un modèle en science. En science, on travaille toujours avec des modèles, c'est-à-dire avec des représentations de la réalité. C'est-à-dire que quand on dit que la réalité est comme ça, par exemple, la matière est formée de petits grains, eh bien, ces grains, on ne peut pas les voir. Donc, c'est juste une façon de raconter ça. Une façon qu'on a, nous, de raconter ça. Mais on ne peut pas du tout voir, il n'y a aucun microscope assez puissant pour voir ces petits grains. Alors, l'intérêt de cette explication, c'est que ça nous permet d'expliquer des choses. Par exemple, quand on dit qu'une molécule, c'est par exemple une petite bille, comme ça, comme j'ai dessiné sur la droite, et qu'après il y en a d'autres qui vont se coller dessus, et si elles sont collées, ça sera un solide qui aura une forme. Ça permet d'expliquer l'état de la matière, l'état solide. En disant que les molécules vont être comme des billes collées les unes aux autres. Mais bien sûr, c'est pas des billes, et c'est pas de la colle. Hein, c'est d'autres forces qui les maintiennent ensemble. Donc c'est ça un modèle, hein, c'est une représentation de la réalité. Et quand en dessous on dessine un modèle d'une molécule d'eau, ce modèle, c'est une représentation, hein, dans laquelle on va mettre trois parties, un atome d'oxygène qui est en rouge là, lui, et deux atomes d'hydrogène en blanc, et pour dire que finalement la molécule d'eau, elle est formée de sous-molécules, donc on va appeler les atomes. Mais ça, on va en avoir besoin que quand on va parler des réactions chimiques, ce qu'on va faire après. Hein. Parce qu'il faudra bien sûr dire qu'est-ce qui se passe quand l'eau est transformée en autre chose. Et du coup, on aura besoin des atomes qui sont dans la molécule. Mais pour parler des changements d'état, on n'a pas besoin. On peut dire qu'une molécule d'eau, c'est un triangle. Hein. Voilà, ça suffit aussi. Hein. Il suffit de dire que ces triangles, je les dessine là, ils sont collés les uns aux autres, et hop, ça y est, ça fait un glaçon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces choses-là? Si vous avez des questions, vous levez la main pour les poser. Sinon, on continue. Alors, Zoé, je vais donner la parole à Zoé. Vas-y, on t'écoute. Donc, quand il y a des molécules qui se regroupent ensemble, ça forme des solides. Ouais, si les molécules sont collées. Hein, si elles, Oui, se- si elles si sont elles- collées. ouais, si elles peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres. Si elles peuvent bouger et qu'elles restent en contact, alors c'est un liquide qui va pouvoir couler, qui va pouvoir changer de forme. Et si elles peuvent s'éloigner les unes des autres, là ça devient un gaz. Les mêmes molécules. C'est comme ça que l'eau peut être dans les trois états. Hein, quand c'est un glaçon, c'est l'eau à l'état solide. Quand c'est de l'eau du robinet, c'est l'eau à l'état liquide. Et quand c'est la vapeur d'eau qui est en ce moment tout autour de vous, dans l'air, invisible, hein, là il y a plein de molécules, toutes petites molécules d'eau, avec les molécules d'oxygène, hein, et d'azote, et de gaz carbonique, de CO2, hein, tout ça, c'est là. Donc autour de vous, vous avez des milliards de molécules d'eau, bien qu'elles soient invisibles. Ok? D'accord, C'est merci. bon, Zoé? Ouais. Très bien. Je donne la parole à Souman. On écoute Souman. Le dessin que vous avez fait avec des triangles, c'est pas un solide parce qu'il y a de l'espace au milieu. Ouais, mais il y a... Quand on fait des ronds aussi, hein, il y a de l'espace au milieu. Regarde. Là. Hop. Tu peux pas enlever tout l'espace. Hein, il y a forcément un peu d'espace, tu vois. Ici, là, au milieu. Et quand on regarde la matière, je vais te montrer pour cette question-là. C'est bien, cette question-là.
Si on regarde l'eau, quand c'est de la glace, là il y a beaucoup d'espace entre les molécules. Je vais te montrer ça sur le cours. Là. En bas, il y a un. Il va arriver. Voilà. En bas à gauche, sur votre feuille de cours, il y a des dessins. Il y en a un qui représente la glace. Donc l'eau sous forme solide. Ah, je descends un peu. Tout en bas. Là. Voilà. Hop. Alors, tu vois ici, on a... je vais l'entourer pour que tu vois. Là. Ici. Ça, c'est la glace. Et tu vois que au milieu, ici, hein, là où je colorie en vert, Oui. c'est vide. Il n'y a rien, quoi. Hein. Mm. Donc, mais vraiment rien. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'autres molécules. En fait, une idée que j'ai pas trop développée dans ce cours pour l'instant, c'est que la matière, c'est surtout du vide. Hein. Il y a quelques petits trucs à certains endroits, mais la plupart des choses, la plupart des endroits, c'est vide, il n'y a rien, quoi. Hein, après, il y a une molécule. Après, les molécules sont liées entre elles. Mais on verra aussi que dans les molécules, il y a des atomes qui forment les molécules. Et que dans les atomes aussi, c'est vide. Il y a des petits trucs qui s'appellent le noyau de l'atome, les électrons, les protons, les neutrons, ces choses-là. Et à part ça, c'est vide. Hein, il n'y a rien, quoi. Donc, ouais, c'est une idée importante. Hein, la matière, même la table qui est devant toi, même ton ordinateur, c'est surtout du vide. Hein. Alors, bien sûr, il y a des forces entre les toutes petites particules qui fait qu'on ne peut pas traverser la table avec la main. Hein, parce que ces forces l'empêchent. Mais autrement, même nous, la peau, tout, les os, toutes ces choses-là, c'est surtout du vide. Voilà, donc bonne question, Souman, merci beaucoup. Ok. De rien. Une question de Zathéo, la parole. Zathéo. Alors, Zathéo. Vas-y, on t'écoute. Non, on t'entend pas? Ah, on n'entend pas Zathéo. Il faut cliquer sur ton micro hein, si tu veux parler. Ah, ouais. C'est bon. C'est avec quelle force que les molécules se collent entre elles? Ah, les forces. Alors, il y a différentes sortes de forces, on va dire. Hein. Mais ça c'est tout un cours, hein, c'est les forces. Il y a des forces entre les noyaux des atomes. Il y a des forces un peu électriques comme ça. Hein. Comme, tu sais, quand on frotte une règle en plastique, et qu'après on la frotte avec un papier ou avec un chiffon, et après on la met au-dessus des cheveux, ça attire les cheveux. Hein. Donc il y a des forces comme ça. Bon, donc c'est des forces magnétiques, électriques, hein, nucléaires aussi, forces nucléaires, voilà, entre les noyaux. Donc différentes sortes de forces qui permettent à la matière, enfin aux particules de matière de s'attirer. Ça te va? Oui, c'est bon, merci. Ok, bonne, super question, hein. Je la note, cette question. Quelles sont les forces interatomiques? Je ferai un petit article là-dessus. J'aurai le temps. Super question, ça, c'est bien. Bon, donc on va continuer un petit peu. Hein. Donc, merci à tous pour vos questions. Hop. Bon, on va enlever... alors le corriger, je crois qu'on a fini. Corriger les questions. Ouais, c'est fini. Ça, c'est fini. Et donc là, je voudrais vous proposer une petite réflexion. Une petite...
petit exercice qu'on aurait fait en classe, mais on va le faire là. Donc, hop. Voilà, exercice que je vous propose. Donc je vais dessiner un... Et donc vous proposez la réponse. Hein. Il y en a 3 qui pourront proposer. Je vais dessiner un bécher. Le schéma d'un bécher. Donc un verre, voilà. Hop. Voilà, là c'est un bécher. Et maintenant, je voudrais représenter, en utilisant comme modèle pour une molécule le modèle bille, comme ça, je viens de tracer à côté, hein, je voudrais représenter là-dedans l'état solide. Comment on fait? Qui me propose? C'est Soumane qui a gagné la course, mais comme Eva n'a pas parlé encore, je vais donner la parole à Eva pour l'instant. Hein. C'est bien les autres aussi, hein, d'avoir proposé. Alors, donc, je note qu'Eva propose. Vas-y, on t'écoute. Que le solide, il prendra pas la forme du bécher et que ce sera une forme à part. Ouais, mais du coup, comme je dois utiliser, pour représenter les molécules, je dois utiliser des ronds comme ça. Comment tu vas dessiner ça à l'intérieur du bécher, un solide, avec les ronds? Je dois faire quoi? Je collerai les ronds ensemble Ouais. et ça sera pas rempli du bécher. Voilà, exactement. Hein, les molécules, elles vont pas avoir besoin de s'appuyer sur les bords du bécher, hein, puisque le solide a une forme propre. Donc voilà, si je vous montre ça, souvent en contrôle, je donnais ça. J'ai ça, c'est quoi? C'est un solide, un liquide, un gaz? Eh bien ça, c'est un solide, hein, parce qu'il a une forme propre. Super, bravo, Eva. Alors on va donner après la parole à quelqu'un d'autre pour la suite, que certains ont deviné, je pense. Donc la suite, ça va être... je vais déjà effacer un peu. Hop, j'enlève les molécules. Et cette fois-ci, je voudrais l'état liquide. Comment est-ce que vous allez représenter l'état liquide avec ce modèle, hein, cette représentation des molécules, qui n'est pas la réalité des molécules, c'est juste une façon qui nous permet d'expliquer les choses. Donc je vais donner la parole cette fois-ci à quelqu'un qui n'a pas encore eu, c'est Jeanne. Voilà, Jeanne, alors je te donne la parole dans un instant. Hop. Voilà, Jeanne. Ah, je me suis trompé, j'ai mis Margot à la place. Bon, attends, je remets Jeanne quand même. Hein. Parce que sinon, c'est pas juste. Jeanne. Voilà, Jeanne. Alors, pour l'état liquide, il faut que les petites billes de molécules, Ouais. elles se collent aux parois. Ouais. Alors. Qu'elles soient toutes à la même hauteur. Ouais. Pourquoi pourquoi elles vont être toutes à la même hauteur? Parce que imagine, est-ce que tu peux expliquer ça? Imagine, je dessine comme ça. Et dis-moi, voilà, ouais, je vais dessiner ça. Qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui va pas? Quelques petits ronds. Ouais, parce que ce qui va se passer, c'est que la molécule du haut là, hop, elle va tomber en fait. Hein. Et pourquoi elle va tomber? Parce qu'il y a l'effet de la gravité. Et la gravité qui attire les molécules vers le bas. Hein. Donc il n'y en a pas qui pourront être au-dessus des autres. Ça, c'est possible que si c'était l'état solide. Ok? Voilà. Donc le liquide, ça fait ça. Et il y a une surface libre, c'est-à-dire la surface qui est en contact avec l'air, qui est horizontale, hein, plane et horizontale. Et ça, c'est dû à la gravité, à l'attraction terrestre. Dans l'espace, les molécules vont aller partout. Hein, vont prendre... je sais pas si vous avez déjà vu des images comme ça de l'eau, des gouttes d'eau qui se déplacent dans la station spatiale internationale. Hein, mais ça va partout. Ok, bah super, Jeanne. Alors la dernière question, bien sûr, c'est pour le gaz. Hein.
Alors, qui est-ce qui va nous faire le gaz? On a Margot. Ouais, je te donne la parole à Margot. Voilà, Margot. Donc maintenant, le but, c'est de représenter un gaz. Hein. Qu'est-ce que tu dirais, Margot? Pour le gaz, il faut faire des molécules un peu partout. Ouais, un peu partout. Parce que les molécules dans un gaz, elles vont Et se... Oui? elles vont se répartir Elles- partout. Ouais, elles vont à la fois pouvoir s'éloigner, parce que les forces d'attraction entre les molécules disparaissent, on va dire. Et en plus, elles vont bouger, c'est-à-dire elles vont cogner. Hein. Là, je dessine voilà, une molécule qui cogne sur la paroi. Là, j'en dessine une autre qui cogne sur une autre. Voilà. D'accord? Et donc, elles peuvent atteindre des vitesses. En ce moment, autour de nous, on est bombardé comme ça par des molécules qui atteignent jusqu'à 1000 km par heure. 1000 km par heure, c'est la vitesse d'un avion, hein. Un avion de ligne, par exemple. Donc ça va très vite. Et bien sûr, quand il y a le choc, comme elle s'arrête, là, la vitesse devient égale à zéro. Alors on les sent pas. On les sent pas, hein, quand on est bombardé par des millions, des milliards d'ailleurs, de molécules, on les sent pas. Mais on peut presque un peu les sentir quand on déplace la main dans l'air, comme ça, devant vous. Hein. Vous sentez un petit courant d'air sur la main, comme ça. Et ces petits courants d'air que vous sentez, finalement c'est l'effet des molécules, hein, qui sont les milliards de molécules qui sont dans l'air. Voilà, voilà. Bon, ok. Bon, moi j'avais fait ça en correction, hein, donc je vous montre la correction. Il y a les trois du coup. Voilà. Donc on baisse la main pour l'instant. Hein, ceux qui ont la main levée encore. Donc super, Margot. Hein. Baissez la main pour l'instant. Hein. Je vous donnerai la parole après. À moins que Louise. Louise, j'ai pas entendu encore. Tiens. On va écouter Louise. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Louise? Ah, non, elle veut rien nous dire. Bon. Ok. Ouais, donc vous avez devant l'écran là les dessins comme ceux qu'on vient de faire. Et vous voyez que quand on penche le bécher au milieu là, ici, hop, quand on penche le bécher là, et ben, comme les molécules peuvent bouger les unes par rapport aux autres, et sous l'effet de la gravité et de la pression de l'air aussi, hein, la pression de l'air qui est par au-dessus comme ça, les molécules d'air qui viennent bombarder les molécules d'eau, et bien du coup automatiquement les molécules se mettent à l'horizontale comme ça. Non, voilà. Bon, on va passer à la suite. Alors ça, on enlève. Vessal qui a envie de dire quelque chose, je crois. Hein. Alors, on va écouter Vessal. Vas-y, on t'écoute. C'est Vessal? Je t'entends pas? Tu dis rien? Si? Non, on n'entend rien. Hein. Bon, bah tant pis. Parfois ça marche pas les micros. Faire un petit réglage. Hop. Bon, alors la suite. La suite, ça va être de regarder un petit peu les exercices sur lesquels vous devez travailler pour la prochaine semaine. Hein. Regarder un petit peu, expliquer un petit peu. Donc maintenant, il faut rendre le travail par photo. Hein. Sauf si on peut pas. Si on peut pas, on peut donner au professeur principal par la feuille, quoi. Mais le mieux, c'est par photo, c'est plus pratique. Et moi, je mets des notes maintenant. Hein. Donc, je mets si c'est bien, même s'il y a des fautes. Si c'est bien votre travail, je mets le niveau 3 des compétences qui fait un... Je vais mettre des notes sur 20 dans Pronote là. Pour suivre votre travail. Hein, donc je mettrai 16 quand c'est bien. Si c'est vraiment impeccable, je mettrai 20, niveau 4. Si c'est un peu fragile, on va mettre 10. Hein, 10, niveau 2. Voilà. Si c'est en repas, ça fait 0. Quoi.
C'est pour être sûr que tout le monde continue à bien travailler, quoi. Hein. Voilà. Bon, alors les exercices qui sont à faire. Donc pour l'instant, tout le monde les a pas encore dans le cahier de texte, parce que je les mets au fur et à mesure que vos leçons arrivent. Donc par exemple là, la 5e B, vous l'aurez jeudi, et 5E et 5A, vous aurez ça vendredi, hein, dans votre cahier de texte pour la semaine d'après. Par contre, les 5D et les C, vous l'avez déjà. Donc voilà, premier exercice. Hein, donc il faut là placer les mots avec les lettres. Ouais, particules, vide, état solide, état liquide, état gazeux, ça c'est facile de repérer. Hein. Je pense que là vous sauriez le faire tout de suite. Il est simple celui-là. Après, assez simple encore l'autre. Ça c'est quoi? C'est un gaz, c'est un solide, c'est un liquide. Ça c'est vraiment facile aussi. Hein. Après, ça se complique un peu. Alors, on va parler de masse. On a déjà parlé de la masse lorsqu'on a fait l'expérience pour trouver la masse de 1 cm3 de pommes de terre. Et là, l'expérience, vous voyez, c'est de la glace qui fond. La glace, elle est là. Elle fond. Fusion, ça veut dire que l'état solide devient de l'état liquide. Okay. Et après, on voit la balance. Ce que dit la balance. 320 grammes. Les deux fois. Voilà. Et donc, il faut essayer d'expliquer en parlant avec les molécules. Hein. Il faut parler des molécules d'eau. Expliquer comment ça se fait que quand la glace a fondu, la masse de l'eau n'a pas changé. Hein. C'est ça le mystère. Hein. La glace fond, on obtient de l'eau liquide, et la masse ne change pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça en utilisant l'interprétation microscopique, c'est-à-dire ce qu'on sait sur les molécules? Voilà. Et puis l'autre, le dernier exercice. Donc tout ça c'est pour la prochaine fois, quoi. La semaine prochaine. Le dernier, cette fois-ci, c'est une dissolution, c'est-à-dire on va dissoudre du sel, là, sel dans de l'eau. On met du sel dans de l'eau. Alors, juste un peu de vocabulaire. Le sel, c'est le solide qu'on dissout. Et celui-là, on l'appelle le soluté. Il y aura une fiche de cours avec tout ça plus tard. Hein. Soluté, c'est le solide. Le liquide, ici, l'eau, on appelle ça le solvant. Solvant. Et l'ensemble des deux, donc le sel dissous dans l'eau, on appelle ça une solution. C'est pas la solution à un calcul, hein, c'est quand quelque chose est dissous dans autre chose, on appelle ça une solution en chimie. Bon, donc ici, il va falloir représenter à l'échelle microscopique avec les molécules. Et à la fin, il y a une petite question là. À quel détail dois-tu faire attention pour que ton dessin montre bien que la masse se conserve, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de masse en fait. Si on prend la masse du sel et la masse de l'eau du départ, après quand on a l'eau salée, eh bien, on obtient la masse en l'additionnant. Oui, c'est marqué en haut, égale à la somme des masses du solvant et du soluté. Donc il faudra bien lire tout ça, parce qu'il y a des phrases qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre hein, quand on est en 5e. Voilà. Alors je vais donner la parole de nouveau pour si vous avez des questions. Donc on va donner la parole à Louise. La parole encore, je crois. Ouais, puis il y a d'autres. Alors on écoute Louise. Dans un instant. Voilà. Vas-y. Allô Louise? Non, on n'entend pas Louise. Oui, allô? Ah si, oui, voilà. Oui, vas-y. Ma question c'est, j'ai pas très bien compris ce que c'était que l'échelle microscopique. Échelle microscopique? Ah oui. Ça veut dire que l'échelle microscopique, c'est quand c'est les molécules en fait.
Hein, expliquer ce qui se passe en parlant des molécules. C'est ça l'échelle Ah, ok. microscopique. C'est même, c'est Ok. pas tout à fait juste comme phrase d'ailleurs, parce que échelle microscopique, ça voudrait dire qu'on peut le voir au microscope. Or là, Mhm. on peut pas le voir au microscope. Hein. Donc c'est Mhm. en dessous de l'échelle microscopique même. Hein. Ok, Voilà. Très bonne question, Louise. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Zoé, je donne la parole à Zoé. Vas-y. Mais du coup, représenter l'eau à l'échelle microscopique, ça veut dire qu'il faut représenter une molécule d'eau? Ben, il faut représenter des molécules, parce que l'eau, elle est formée de plein de Ah, molécules, n'est-ce pas? oui, Et le sel aussi, il va falloir d'accord. imaginer un dessin pour le sel. Au départ, le sel, il est en dehors de l'eau, après, il va dans l'eau. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Si on avait un microscope assez puissant qui permettrait de voir les molécules, ce qui n'est pas le cas, hein. Donc, mais comment on peut imaginer ça? C'est ça le but du jeu, c'est d'imaginer comment sont les molécules quand on mélange le sel et l'eau, et que le sel se dissout dans l'eau. Ok? D'accord, merci. Très bien, Zoé. Alors, il y a encore une question de Louise, je vois. Donc, on donne la parole à Louise. Voilà. Louise, dis-moi. Non? Bon, pas de Louise. Parfois, il y a des problèmes de son, donc il faut essayer de les résoudre sur votre ordinateur. Hein. Parfois, il faut débloquer le micro. Dans le navigateur, il y a des blocages. C'est dans la barre d'adresse en haut. Voilà. Bon, du coup, on continue. Alors, on va effacer tout ça. Hop. On va passer en mode suite. Alors, la suite, ça va être les prochains cours. Hein. Je vais dire un petit mot sur ce qu'on va voir. Donc, on va réfléchir, comprendre les semaines qui viennent, hein, la différence entre une transformation dite physique et une transformation dite chimique. La transformation physique, c'est quand les substances ne changent pas. Elles changent seulement d'état, mais elles ne deviennent pas autre chose. Par exemple, l'eau reste de l'eau. Hein, quand de la glace fond, l'eau reste de l'eau. Ça, c'est une transformation physique. Et autrement, il y a aussi ce qu'on appelle les transformations chimiques. Alors nous, on en a déjà rencontré une quand on avait la craie et l'acide. On a mis de la craie, on a mis de l'acide, et ça a donné du CO2, hein, du dioxyde de carbone. Donc ça veut dire que la craie et l'acide sont devenus d'autres substances. La craie a disparu en tant que telle et a formé autre chose. Alors ça, quand ça forme autre chose, ça s'appelle une transformation chimique. Parce que ça veut dire que les molécules, du départ, on ne les a plus. Par contre, les atomes qui sont dans les molécules, on va les conserver. Hein, pour former d'autres substances, d'autres molécules. Donc on va faire un cours là-dessus. Après ça, il y aura une évaluation. C'est-à-dire que normalement, si on était en classe, on ferait un contrôle, noté, sur tout ce qu'on a vu là, concernant les molécules. Donc là, l'évaluation, ben, vous la ferez à la maison. Hein, et puis je la noterai. Donc ça sera pas trop difficile parce que vous aurez bien sûr le cours, vous pourrez regarder, vous pourrez même discuter entre vous. Hein, parce que bon, le mieux c'est d'essayer un peu tout seul, mais comme vous avez la possibilité d'échanger entre vous, ça serait dommage de ne pas le faire. Hein. Après ça, on va parler de la masse volumique. Alors la masse volumique, c'est quoi? Kezako, ça veut dire c'est quoi, hein, on a déjà parlé de ça quand on a dit que 1 cm3 de pommes de terre a une certaine masse. Hein, la masse de 1 cm3 de PDT, de pommes de terre. Voilà.
Et bien ça, c'est la masse volumique de la pomme de terre, quand on dit la masse de 1 cm3. Bon, donc on va voir comment on peut se servir de ça pour d'autres substances, et comment on peut calculer finalement la masse d'un objet à partir du moment où on connaît sa masse volumique et son volume. Il y aura une formule, je vous l'écris là, la masse c'est je sais pas, en grammes par exemple. Voilà. Ça va être la masse volumique. La masse volumique, c'est, on écrit ça avec une lettre grecque comme ça, multiplié par le volume. Le volume, lui, il va être par exemple en centimètres cubes. Donc, et là, du coup, la masse volumique, la lettre là, ça se dit rho, R-O, hein, c'est le grec. L'unité là, c'est des grammes par centimètre cube. On va apprendre à travailler avec cette formule. Voilà. Et puis, pour finir, cette partie chimie, disons, hein, on va voir ce qui se passe quand on fait varier la température lors d'un changement d'état. Ça veut dire que quand on fait un changement d'état, par exemple, quand on fait refroidir de l'eau pour la transformer en glace, on peut... c'est une expérience que d'habitude je fais en classe, mais là, ça ne pourra pas. Par contre, je vous donnerai une vidéo, une animation en fait. Vous voyez, on peut dire, voilà, on va faire refroidir de l'eau. Alors je vais dessiner un petit graphique comme ça. Hop. Voilà, c'est un graphique. Alors ici, on va mettre la température. Température. Voilà. Et, ah non, on va pas faire comme ça, pardon. C'est le contraire. La température, on va la mettre en haut. On appelle ça l'axe des ordonnées. Hein, l'axe vertical en maths. Et là, ça va être l'axe des temps. Hein, par exemple, on va faire mesurer toutes les 15 secondes. Hein, donc là, on part de 0. Ce point-là, le centre du repère, comme on dit, c'est à la fois le 0 pour la température et le 0 pour le temps. Et puis on va partir d'une température, par exemple 16 degrés. Hein, voilà. Pas très chaud. Mais... Et puis on va descendre jusqu'à moins 7 peut-être. Hein. Voilà, donc ça c'est au bout de 5 minutes, mettons. Hein. 5 minutes, là. Voilà, 5. Là c'est 10 minutes. Ok. Et donc on arrive ici. Hein. Là. Et on part de là. Et donc l'idée c'est comment est-ce que la température va baisser. Est-ce que ça va baisser tout droit, comme ça? Hein, tout droit, ça serait ça. Hop. Ou bien pas. Ouais. Donc c'est ça la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'elle fait pour baisser cette température? Et on va voir, je vais vous montrer un petit peu le résultat, quand on fait baisser comme ça la température. On va effacer tout ça. Hop. Voilà. Donc je vais vous montrer un cours avec les résultats des mesures. Voilà. Ça arrive. Ça met du temps. Ok. Voilà, donc ça c'est un cours que je donne en 3e, qui rappelle un peu tout ce qu'on a appris. Il y a beaucoup de choses que vous savez là-dedans. Hein. C'est un rappel. Et nous, on va voir que lorsque la température change lors d'un changement d'état, là je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer le refroidissement comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais vous montrer le réchauffement de la glace.
On y arrive. Donc, vous voyez sur la droite de l'écran, il y a la courbe qu'on a tracée en classe lorsqu'on a fait le réchauffé de la glace. C'était le contraire de l'expérience que j'ai montré avant. Et on se rend compte que là, ça va pas tout droit, quoi. Hein, vous voyez, il y a une zone comme ça où la température ne change plus. Hein, j'ai encodé en rouge, vous allez le voir apparaître, je pense. Voilà, voilà. Vous voyez ça c'est bizarre. Hein. On chauffe la glace, puis à un moment, on chauffe plus. On refuse sa température augmente plus. Donc, il faudra comprendre pourquoi. Alors voilà donc le programme hein, pour la suite. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, on va bientôt arrêter la séance. Hein. Louise, non? Je vois que tu as toujours la main levée. Tu veux dire quelque chose, Louise, ou pas? Faut que tu cliques sur le micro hein, si tu veux parler. Bon, Louise, il se passe rien. Ok, ça marche pas. Alors, d'autres questions. On va prendre Eva d'abord, Souman après. On écoute Eva. En fait, ma question c'est, j'ai pas compris comment on mesure la température, comment elle évolue ou pas, et en combien de temps? Ouais. Ah. Alors comment on ferait l'expérience? Bon, vous verrez, hein, je vous donnerai une animation ce jour-là. Quand on fait l'expérience, on mesure le temps avec un chronomètre. Et puis toutes les 15 secondes, on mesure la température avec un thermomètre. Donc le graphique est en ce moment devant toi, par exemple. Au début, quand on démarre, la température, elle est de -7. Et après par exemple, toutes les minutes, là, sur le graphique c'est toutes les minutes, on note la température. Au bout d'une minute c'est -2. Au bout de 2 minutes c'est 0 degré. Et après on pense que ça va monter, mais non, ça monte pas tout de suite. Au bout de 3 minutes c'est encore 0 degré. Et au bout de 4 minutes encore 0 degré. Et ça remonte que au bout de 5 minutes. Quand on arrive à 5 degrés. Hein, donc l'expérience finalement, vous la verrez sur une vidéo, hein, je vous la mettrai en vidéo. Voilà, il faut avoir un chronomètre, il faut avoir un thermomètre, et puis il faut regarder les deux et noter au fur et à mesure dans un tableau. Ça te va? Oui, du coup ça veut dire que c'est nous qui allons mesurer la température et le temps. Ben ouais, enfin vous n'allez pas pouvoir mesurer parce qu'on ne sera pas en classe, quoi. Hein, normalement c'est l'expérience qu'on fait en classe. Je vous donne la glace, je vous donne des thermomètres, je vous donne des chronomètres, ou alors vous prenez votre téléphone comme chronomètre. Hein. Mais là, ça va être une vidéo, une animation, hein, qui vous permettra de simuler l'expérience, disons. Et après, vous aurez à remplir le tableau de mesure, et puis à faire le graphique. Ok? Ok. Oui. Alors, une question de Souman. Après, on s'arrête. Hein. Voilà. Vas-y, Souman. Vous avez dit qu'il y avait une évaluation, mais c'est quand? Vous verrez. Hein. Pour l'instant, dans ce qui est prévu, je te remontre par là, dans la suite. Hein. Donc déjà, on va finir les exercices qu'il faut faire. Là. Et après, je vous donnerai un travail à faire. Donc d'abord, on parlera des transformations chimiques et des transformations physiques. Et après, donc ça nous mène dans 2-3 semaines, je vous donnerai un travail à faire, un travail d'évaluation pour qu'on puisse voir si vous avez bien compris tout ça, disons. Non? Ok? Ok. Voilà, alors pour la fin de séance, je vais remettre le micro à tout le monde et la vidéo.
Comme ça, on peut se dire au revoir. Voilà, je vais cesser le partage de mon écran. Hop. Au revoir les amis et merci pour ce cours. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Ok, Mathéo, t'es bizarre. Allez. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Blablabla, bla, Pouki. Au revoir. Au revoir. Blablabla, Pouki. Souman, là est quoi? Au revoir, monsieur. Au revoir. Souman, on dirait qu'il n'est pas du boss. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, Souman. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.